Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'émission du vendredi 30 juillet 2021. Donc pour cet avant-dernier jour de juillet, le Bitcoin s'établit sur 38 900 $. On a fait une petite mèche au niveau des 40 000 $, un niveau de résistance sur lequel le Bitcoin a du mal à passer, ce qui est assez logique. Regardez, si on observe le graphique, on peut voir qu'on avait ce point de résistance, ce point de résistance. On est venu le toucher une énième fois ici avec un joli V-bottom. Regardez, en daily, on a fait ici un nouveau plus bas pour derrière faire une poussée assez rapide. Donc effectivement, on ne peut pas imaginer quelque chose qui fait que monter dans un sens sans avoir de retracement. Donc selon moi, ce niveau des 40 000 joue son rôle logique de résistance. Aujourd'hui, on revient à 38 800. Pourquoi pas continuer à baisser? Qui sait, peut-être revenir tester cette trendline baissière, revenir chercher la zone de rechargement qui va se situer par ici. On verra ça par la suite sur la petite analyse du Bitcoin. Et derrière, pourquoi pas, si jamais le marché devait redevenir bullish, avoir quelque chose qui nous forme une jolie structure et enfin une cassure de ce niveau psychologique des 40 000. Concernant le reste de la map, on a un Ether qui lui performe un peu moins que le Bitcoin et donc des altcoins qui sont plutôt en souffrance par rapport au Bitcoin, mais qui malgré tout, on le voit ici, ont des performances assez intéressantes sur une semaine puisque elles ont suivi de façon assez logique la rivière, c'est-à-dire un Bitcoin qui mène la danse en ce moment et des altcoins qui ont suivi de façon mécanique et naturelle. Voilà pour ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui donc au programme, vous avez vu probablement sur la miniature et le titre, on va aller comparer un petit peu le bull run de 2013 avec le bull run donc qu'on est en train de vivre, dont on ne sait pas s'il est terminé ou pas, bien sûr, mais on va peut-être essayer de spéculer, essayer d'imaginer ce qui pourrait se produire. Donc cela sera avant l'introduction et ensuite, après l'intro, on va analyser 10 cryptos, on va analyser ces 10 là. Ce sont des cryptos que l'on suit ensemble depuis le mois de novembre et qu'on essaye donc de regarder graphiquement, d'essayer de trouver des bons points d'achat depuis novembre et avec un portefeuille fictif que l'on a créé avec une base de 10 000 €, des achats par palier sur chacune de ces cryptos. Et aujourd'hui, ce portefeuille fictif qu'on a créé en novembre, donc qui commençait avec 10 000 €, se situe à 19 000. Vous pouvez retracer toutes les vidéos dans la playlist qui s'appelle Gestion de portefeuille. Et voilà, donc aujourd'hui, on a eu pas mal de points d'achat qui ont pu être identifiés, pas mal de jolies zones de rechargement qui ont permis de racheter certains tokens à certains moments décisifs, ce qui fait qu'aujourd'hui le portefeuille se porte plutôt pas mal avec une performance d'environ 90%. Allez, c'est parti, on commence avec l'analyse du Bitcoin et la comparaison des deux bull runs. Ici, je suis sur l'indice du Bitcoin, sur un graphique en logarithmique, ce qui permet de voir chacune des fluctuations de façon assez claire. Et on va comparer les deux bull runs. Alors ici, on était en 2013 et on peut voir ici que la poussée haussière s'est faite en deux fois. Vous avez ici en violet la barre qui représente le halving. Donc, comme vous le savez, depuis la création du Bitcoin, à chaque fois nous avons eu des halvings, c'est-à-dire la division des récompenses que les mineurs reçoivent. On les divise tout simplement par 2 à chaque fois, tous les 4 ans environ. Et donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un halving, un nouveau sommet. Un halving, un nouveau sommet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un halving, un nouveau sommet également sur le Bitcoin. Reste à savoir si ce sommet est le sommet définitif ou non. La dernière fois, j'avais fait une analyse avec vous sur la chaîne sur les périodes qu'il se passait, donc les périodes de temps entre les halvings et les sommets. Et on avait vu ensemble que par exemple, ici en 2013, entre le halving et le sommet, il y avait environ donc 57 bars, vous le voyez ici. Ici en 2018, on a eu, regardez, entre le halving ici et le sommet, plutôt 78 bars. Chaque bar, c'est une semaine, je suis sur un graphique hebdomadaire. Et donc ici, on pourrait s'attendre, vu qu'on a l'impression que ça augmente à chaque fois, le marché est de plus en plus capitalisé, les choses se font de plus en plus lentement, la volatilité est de moins en moins importante, vous le savez, c'est comme ça que ça se passe quand quelque chose se démocratise au cours du temps. De façon générale. Et ici, on pourrait imaginer que peut-être, cette fois-ci, ce bull run dure encore plus longtemps, entre 90 et 110 semaines, par exemple, ce qui ferait finalement un Bitcoin qui arriverait sur un sommet aux alentours du mois de janvier, février 2022. Ça reste une analyse comme une autre, il faut essayer d'avoir le plus d'informations possible que l'on peut cumuler les unes avec les autres pour essayer de prendre nos propres décisions, bien sûr, vous l'avez compris. Ici, on va quand même regarder ce qui s'est passé. Ici, on avait un bull run donc en 2013 qui s'est produit en 2 étapes. C'est-à-dire que c'était très visible à la fois sur le RSI et à la fois également sur le cours. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? On a un Bitcoin qui est passé ici de 10 $, excusez-moi, avec cette mèche aux alentours des 283 $. Pour ensuite, de mèche à mèche, retracer ici de 80%. Vous voyez, 80%, et le RSI passe à cet endroit-là de 99, donc on va dire quasiment 100, on était sur vraiment une zone de surachat extrême, pour revenir aux alentours des 50, vous voyez. Donc là, on a un court crash, un RSI qui retourne au niveau des 50, et derrière, la deuxième partie de bull run qui se produit avec une jolie divergence. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, une jolie divergence visible ici sur le RSI, donc un RSI qui descend, un cours qui monte, et le retracement
le crash qui s'est produit par la suite. Un crash qui est matérialisé finalement par un cours qui ne dépasse pas son ancien sommet pendant quasiment 3 ans et demi, pendant un crash pendant lequel le cours finalement perd 90% de sa valeur en passant ici de 1100 et quelques dollars, donc 1200 et quelques à 169 dollars. Un crash qui matérialise également un RSI qui retrouve des niveaux très très bas. Donc voilà, je veux dire là c'était une période où plus personne n'y croyait et où clairement les gens pensaient que voilà, le Bitcoin était mort. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et derrière la reprise de 2018 avec un nouveau sommet à 20 000 dollars. Bref, j'en ai fini avec cette petite partie historique. Et je reviens donc sur l'essentiel. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? On a un RSI également qui retourne sur le niveau médian. Donc la question qu'on peut se poser, donc c'est la même, est-ce que l'on serait pas prêt potentiellement, donc là je suis en logarithmique, à aller faire donc un sommet comme ceci, donc je vais vous le dessiner, excusez-moi, donc qui irait chercher quelque chose comme ceci aux alentours des 100, 150, 200 000, on ne sait pas hein, le point haut qui pourrait être atteint, et bien si ça se produit, on pourrait pourquoi pas avoir un RSI également qui grimpe à nouveau pour ne pas faire de nouveaux sommets ici, s'arrêter un petit peu plus bas, et là on aurait une jolie divergence qui se dessine, et croyez-moi, hein, si le Bitcoin par exemple monte à 150, 200 000 dollars et que je commence à voir une divergence ici en weekly et qui sera également visible en monthly très probablement, avec un cours qui redescend, j'attends pas la confirmation de la divergence pour revendre. Hein. Croyez-moi que j'aurais mis des paliers déjà bien avant pour essayer de commencer à récupérer mon argent. À savoir que le but optimal pour moi, c'est de revendre peut-être 90% si le Bitcoin monte très très haut et que dans ce cas-là je récupère quasiment tout mon argent, mais je garderai toujours un certain pourcentage de crypto parce que on ne sait pas, pour moi la blockchain c'est l'avenir, peut-être que dans 10 ans le Bitcoin vaudra 1 million, peut-être pas, peut-être que je me trompe, en tout cas garder 10%, ça reste un risque très très faible selon moi. Bref, j'en ai fini avec ça. Hein. Ceux qui apprécient le contenu, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Ceci étant dit, on se retrouve directement après l'introduction pour la suite. Allez, c'est parti avec le portefeuille fictif que l'on a fait ensemble depuis le mois de novembre. 10 000 euros d'investissement de départ. Le portefeuille se trouve aujourd'hui à 19 000 grâce aux différents investissements que l'on a fait depuis novembre, chaque semaine, tous les jeudis. Avec ces 10 000 euros, on s'est dit ensemble, regardez, donc je vais réintégrer donc la couleur sur ces cases-ci. J'avais dit que sur ces 10 000 euros, il y avait 25%, donc 2500 consacrés au Bitcoin, 20% pour l'Ether et ces pourcentages-là pour ces crypto-monnaies-là. C'est de façon à avoir un portefeuille relativement diversifié. J'ai ensuite diviser chaque montant obtenu, donc 25% de 10 000 ça fait 2500, par 4. Donc il y avait 4 achats de 625 euros de Bitcoin à effectuer. Aujourd'hui sur le Bitcoin par exemple, seulement 2 achats se sont déclenchés. Il y a beaucoup de cryptos pour lesquels les 4 achats ont déjà eu lieu parce qu'elles ont eu des graphiques un peu plus baissiers, donc ça nous a permis à chaque fois de recharger sur des prix intéressants. Et aujourd'hui, on a un portefeuille qui vaut 19 000 euros avec donc 9 000 euros de gains. Alors on va aller voir chacune de ces crypto-monnaies, leur graphique pendant 1 à 2 minutes de façon séparée pour essayer de voir justement s'il y a des choses intéressantes à dire, des paliers intéressants d'achat. Le marché est pas mal descendu ces derniers temps, peut-être qu'il y a des opportunités à saisir pour la suite. On va regarder ça. Alors sachez également que ce tableau, je le partage sous l'échange d'une donation. Il permet pour vous de récapituler tous vos investissements sur un seul et unique document sur lequel vous avez plusieurs onglets. Vous allez pouvoir entrer tout ce que vous possédez, donc toutes les cryptos que vous possédez, sur les plateformes que vous avez, donc vous allez pouvoir ajouter vos plateformes. Vous allez avoir ici un onglet pour ajouter les cryptos que vous possédez, donc par exemple vous allez mettre AAVE, ça va automatiquement aller calculer son prix, donc c'est l'intérêt aussi du tableau, c'est que ça vient chercher le prix de chaque crypto en temps réel. Et derrière sur le tableau de bord, lorsque vous allez dire voilà j'ai tant de AVE, j'en possède tant sur telle et telle plateforme, par exemple 0,5 ici, j'en ai admettons donc sur la première plateforme vous en avez 0,5 et sur la seconde vous en avez 0,2 et donc là directement vous savez que vous avez donc 0,7 à AVE, ça s'ajoute sur le tableau de bord, ça vous dit la valeur en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille. Et donc ça va comparer tout ce que vous avez par rapport à ce que vous avez investi au départ et ça vous dit vos gains. Donc c'est très très simple comme tableau, il y a beaucoup d'informations tout de même et vous avez aussi la possibilité de calculer vos plus et vos moins-values. C'est un onglet sur lequel vous allez mettre toutes les transactions que vous allez passer par rapport à l'euro. Dès que vous allez envoyer de l'argent, donc des euros sur une plateforme et que vous allez le changer en crypto, que ce soit des dollars numériques ou n'importe quelle crypto, vous allez le mettre ici. Donc là vous allez dire ce jour-là, tel jour j'ai changé 10 000 euros en crypto. On va dire que voilà, ce jour-là vous allez échanger 200, vous allez mettre la date. Et là vous allez dire voilà, ce jour-là c'est l'inverse, je récupère des euros, donc je vends des cryptos pour des euros, vous allez dire je récupère 300. À ce moment-là vous allez dire quand j'ai récupéré ces 300, mon portefeuille valait 17 386. Donc là c'est le chiffre, donc c'est un calcul qui est venu chercher du tableau de bord qui vous dit à peu près la valeur de votre portefeuille au moment
de la revente et de la récupération de vos euros. Et là ça vous dit, bah voilà, sur ces 300 euros récupérés, il y en a 124 qui sont considérés comme plus-value et donc qui sont potentiellement à déclarer aux impositions, même si voilà, ça ne remplace pas la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste. Voilà, vous allez rentrer tout ça, vous allez avoir le total, donc les plus-values vont s'ajouter les unes avec les autres et vous allez avoir le total des plus-values ici. Vous avez un onglet également qui explique chaque action que vous pouvez faire sur ce tableau, tout simplement. Et je répète, donc vous avez le lien dans la description pour les donations. Et vous avez également un lien qui vous amène sur une vidéo où j'explique probablement beaucoup mieux le tableau qu'aujourd'hui. Et je continue avec le portefeuille fictif, l'analyse du Bitcoin pour commencer. Donc comme je le disais, il y a déjà 2 achats qui se sont déclenchés sur le Bitcoin. Donc ils se sont déclenchés approximativement, donc on avait commencé en novembre, hein, il y avait eu cette poussée, malheureusement il n'y avait aucun point d'achat, que des bougies vertes ici. On a pu en acheter ici sur ces bougies rouges à cet endroit-là. Et la deuxième fois finalement lors de ce crash un peu plus profond sur le niveau des 38,2. Désormais je me suis dit que si jamais on décidait de revenir dans cette zone entre les 61,8 et les 78,6, je déclencherai le 3e achat du Bitcoin de ce portefeuille fictif. Vous l'avez compris, hein, c'est un portefeuille avec 10 000 euros d'investissement de départ. Je consacre 25% de cette somme au Bitcoin et je divise les 25% par 4, ce qui fait 625 euros par achat. Ce qui fait que du coup, ici, si on arrive ici, il y a 625 euros d'achat du Bitcoin qui se déclenche. Est-ce qu'on va arriver ici? J'en suis pas sûr du tout, hein, mais malgré tout, voilà, il y a eu plusieurs achats avant, donc si ça grimpe, tant mieux. Il y a déjà pas mal de cryptos qui ont pu être achetés, donc ça sera bénéfique. Si on l'atteint, tant mieux, on lisse encore l'achat sur un prix moyen plus faible, ce qui permettra peut-être de faire des gains si jamais le Bitcoin était amené à grimper également par la suite. C'est tout l'intérêt de faire donc des achats par palier. Voilà, j'en ai fini avec la petite analyse du Bitcoin. Je la fais régulièrement en daily en 4 heures sur mes vidéos quotidiennes, hein. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez avoir plus d'informations, notamment la vidéo d'hier, hein, il me semble. Je continue désormais avec l'Ether. Sur l'Ether, 3 achats se sont déjà déclenchés. Ça a été très bénéfique puisqu'on a commencé en novembre quand il était encore relativement faible. Ici, donc je vais aller sur le graphique, je n'y suis pas. On a quelque chose qui a établi un sommet aux alentours des 4300 pour retracer aussitôt à 1700. Mais regardez, on voit 3 jolies mèches à cet endroit-là. On a l'impression que le marché ne veut pas que, en tout cas que des personnes ne veulent pas que le marché descende en dessous de ce prix des 1700 $. Hein. Si on zoome un peu, on peut observer ce joli canal baissier qui se dessine, hein, malgré tout, c'est-à-dire que on fait des plus hauts moins hauts, on fait des plus bas depuis un petit moment déjà. Il faudrait voir dans quel sens est-ce que nous allons nous extraire finalement de ce canal baissier. Regardez, je le vois ici également de façon très claire en daily. On a peut-être, regardez, ce W, mais en fait ça n'en est pas vraiment un, parce que ici on arrive sur les mêmes niveaux, on est même un petit peu plus bas. Regardez, même en daily, le W n'est pas matérialisé. Si je mets ma souris comme ceci, on le voit, hein, ici et ici, on a les clôtures de corps de chandelle qui sont plus basses. Donc selon moi, que ce soit en weekly ou en daily, on est plutôt sur une poussée ici un petit peu précoce, c'est-à-dire que selon moi, cette poussée est plutôt intéressante pour pouvoir par derrière former une structure jolie et propre si jamais on devait avoir un marché qui était amené à grimper. C'est-à-dire qu'on pourrait casser cette ligne par le haut, pourquoi pas redescendre, et là il faudra faire très attention à ne pas faire de plus bas ici, pour pourquoi pas imaginer par la suite une réelle poussée qui se ferait sur les terrains. Le graphique il est à peu près similaire à celui du Bitcoin, hein. Selon moi on n'est pas encore sur quelque chose qui nous indique que voilà, ça y est, c'est maintenant qu'on repart et qu'on effectue un nouveau sommet. Je pense que le marché a besoin de digérer cette bosse encore un petit moment. C'est mon avis, hein. Après c'est le graphique qui me dit ça également, mais des fois vous savez, hein, les divergences se dessinent pas correctement, des fois le marché grimpe sans forcément avoir de structure propre, ça reste simplement des probabilités tout ça. Donc c'est à dire qu'il y a plus de probabilités que ça se passe de cette façon, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer comme je le dis non plus. Voilà, bref, vous avez compris l'idée. Donc ici, comme on le voit, on a un Ether qui a poussé très très fort, très très haut, avec un nouveau sommet établi, une divergence sur le RSI, hein, regardez, un point moins haut avec un cours qui fait de nouveaux sommets. Moi, si je devais mettre une alerte ici sur l'Ether, ce que je ferais, c'est que je prendrais tout simplement le Fibo de cette hausse-ci, vous voyez. Et donc sur le portefeuille fictif, sachant qu'il y a déjà 3 achats qui se sont déclenchés, et donc si l'Ether décidait de monter maintenant, eh bien je serais déjà très content pour ce portefeuille fictif. En tout cas, eh bien, si jamais je devais mettre un 4e achat, je le ferais ici plutôt sur une ligne basse, aux alentours des 78,6, aux alentours des 1000 $.
Selon moi, c'est clairement un niveau que l'on ne devrait pas atteindre, mais bon, malgré tout, je mets une alerte et si on y va, eh ben c'est tant mieux. On va encore plus lisser nos achats d'Ether. Et si on n'y va pas, bah c'est pas grave, on a cette liquidité dont on pourra se servir plus tard. On a toujours cette sécurité hein, en euros qui nous permet de racheter aussi également sur peut-être de prochaines bougies rouges, même si ce sera sur un prix plus élevé. Voilà un petit peu la stratégie. Donc j'ai mis un prix de 10 000, donc de 1055 euros pour me situer un petit peu au-dessus finalement de cette ligne des 78,6 de Fibo, qui donc représente le bas de la zone de rechargement de l'Ether par rapport au dollar, qui se situe à cet endroit-là. Voilà pour ça, on va enchaîner du coup avec XRP par rapport au Bitcoin. On va regarder maintenant le graphique des altcoins par rapport au Bitcoin, parce que selon moi, il est intéressant de les avoir quand elles performent par rapport à ce dernier, parce que comme je vous le disais, par exemple, là ces derniers jours, le Bitcoin a pris pas mal de valeur, hein, quasiment 30%, et on a des altcoins qui ont mécaniquement suivi, mais en faisant des performances souvent inférieures à celles du Bitcoin. Donc dans ces cas-là, autant avoir du Bitcoin. Donc je trouve que le prix par rapport au Bitcoin est plus représentatif de la vraie valeur d'un actif, en tout cas, plutôt que de le regarder par rapport au dollar. Même si j'aime bien faire les deux, bien sûr, hein, c'est toujours bien de confirmer nos avis hein, avec différents graphiques. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit sur XRP? On voit qu'on a eu un marché très très baissier par rapport au Bitcoin depuis 2018, un marché qui a fait que chuter. Hein. Le Ripple, il a perdu énormément de valeur par rapport au Bitcoin depuis 2018. On a un M qui s'est dessiné ici, qui s'est confirmé, regardez le M, hein, je vous le fais comme ceci, qui s'est confirmé à cet endroit-là. Et derrière, regardez un marché tout simplement qui latéralise et qui ne fait plus rien, avec ici un petit rebond. Ici, c'était le mois de novembre 2020, vous voyez. Donc un petit rebond qui avait été effectué parce qu'il y avait, bon, bref, je vais pas vous faire l'histoire, mais il y avait une sorte d'airdrop où il fallait posséder des XRP tel jour à telle heure. Donc tout le monde a voulu en acheter à ce moment-là, évidemment. Juste après, le token a vraiment crash, ce qui était complètement logique. Derrière, on continue à latéraliser, à se structurer. Et là, on vient enfin casser cette trendline de longue haleine, hein, cette trendline qui vient chercher les cours plusieurs fois, hein. Donc on la dépasse, on est en train de jongler dessus, regardez c'est assez propre, on a vraiment des bougies ici hebdomadaires qui clôturent à chaque fois sur cette ligne hein, de tendance, à voir si justement on serait pas prêt, maintenant qu'on l'a cassé par le haut, à aller chercher quelque chose d'assez intéressant après une latéralisation aussi longue et aussi ennuyeuse. Est-ce que Ripple ne serait pas prêt peut-être à aller justement, regardez, nous sommes dans le point de confluence entre cette trendline et la zone de rechargement, derrière pourquoi pas essayer d'imaginer un actif qui grimperait. À savoir que pour le portefeuille fictif, tous les achats ont déjà été déclenchés, me semble-t-il. Voilà, donc les 4 achats ont été déclenchés, qui sont d'ailleurs bénéfiques, hein, puisqu'ils ont pu être faits également pendant ce W qui s'était formé à cet endroit-là. Et donc voilà, on verra ce qui se passera sur Ripple. Je continue avec Tezos, et donc Tezos ici également par rapport au Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit donc sur XTZ Tezos? On voit que le marché également était très bullish ici au mois de mars, février, avril, mai, juin jusqu'au mois d'août 2020 avec un plafond ici qui avait été atteint par rapport au Bitcoin. Le crash qui s'en est suivi puisque le Bitcoin est passé de 12 000 à 60 000 en quelques mois, vous le savez. Et XTZ ici hein, qui se tient bien, même plutôt très bien depuis fin décembre, début janvier 2021 avec un actif qui, regardez, commence à installer une tendance haussière ici. On fait des nouveaux sommets, des plus bas moins bas, ici à nouveau un plus bas qui peut-être sera moins bas que le précédent, on est sur la trendline, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais là quand je vois ce graphique, moi ce que je peux vous dire c'est que le point actuel, là ici, semble pertinent pour déclencher un achat. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien sûr que oui. En revanche, ce graphique, regardez avec cette tendance haussière qui se dessine, ce gros crash qui a quand même fait perdre par rapport au Bitcoin, hein, donc le Tezos a quand même perdu 80% de sa valeur par rapport au Bitcoin. C'est pas le cas par rapport au dollar, vous comprenez bien pourquoi. Mais ici, on a un actif qui a du potentiel. Vous voyez qu'on pourrait, pourquoi pas, revenir chercher ces sommets. Ici, qui sait peut-être faire un nouveau sommet par rapport au Bitcoin. Et donc, selon moi, les points actuels sont pertinents. Les 4 achats se sont déclenchés également pour ce portefeuille fictif. Et donc, je n'ai rien de spécifique à faire ici. On va continuer et enchaîner du coup avec le Litecoin. Qu'est-ce qu'on observe sur cet actif? On voit que c'est la même chose par rapport au Bitcoin. Il a été très bearish. Vous le savez, par rapport au dollar, il a dessiné des choses très intéressantes. Mais vous voyez, c'est toujours donc une montée mécanique du Bitcoin qui entraîne les autres avec lui, à savoir également le Litecoin, même si on a une jolie structure donc par rapport au dollar, avec un Litecoin qui a fait un double top avec son ancien sommet de 2018 par rapport au dollar. On voit que par rapport au Bitcoin, il est encore très faible et que si jamais il décidait de se reprendre à un moment donné, il a un potentiel de hausse très intéressant, vous voyez. Donc c'est ça qui est intéressant de voir. Et si on reprend toute cette baisse et qu'on met un Fibo, on voit
voit que la zone de rechargement se situe ici aux alentours des 0,018 Bitcoin, ce qui correspondrait, si on a par exemple un Bitcoin à 100 000 dollars et un Litecoin qui surperforme le Bitcoin pendant un moment, et ben 0,018 fois 100 000, ça nous ferait donc un Litecoin à 1800 dollars. Voilà. Donc je dis que c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Ça ferait un x10 par rapport au cours actuel, à peu près, il me semble, même peut-être plus que x10, peut-être x12, je sais pas, je me rappelle plus du prix exact du Litecoin. Bref, ici on est dans cette configuration bearish, on a eu l'occasion d'en acheter plusieurs fois sur le portefeuille fictif, on va voir combien, on en a acheté 3 fois, donc il resterait un achat à déclencher sur le Litecoin, et vous savez quoi, je vais le faire aujourd'hui, ce dernier achat, parce que je trouve que là on a quelque chose de très intéressant ici, à savoir que depuis ici le mois de novembre 2018, on a un cours qui ne fait que baisser avec un RSI, regardez, qui ne fait que grimper, donc c'est une divergence assez propre qui se dessine ici. Si on prend les règles de confirmation de divergence, on se dit que voilà, on avait ce point-là qu'il fallait dépasser pour confirmer la divergence. Vous voyez bien que non, on ne l'a pas fait. En revanche, là, entre ce point bas-là et ce point bas-là, on a à nouveau cette divergence qui donc n'est à nouveau pas confirmée, mais que l'on a confirmée ici lors de cette petite poussée. Cette petite poussée, finalement, vient confirmer toutes les divergences précédentes, ce qui veut dire que potentiellement, c'est peut-être annonciateur de quelque chose qui pourrait continuer à grimper. Malgré tout, on avait un joli V-bottom ici, donc on pouvait s'attendre à un retest. Ce retest est très profond. Ici, on revient chercher les 90 de Fibo. Donc c'est très profond. On a quand même cette peur. Là, c'est la peur. On a la peur que finalement un nouveau plus bas se dessine par rapport au Bitcoin. Et si c'est le cas, ça serait relativement bearish sur le Litecoin. Mais après tout, c'est pour ça qu'on diversifie le portefeuille et qu'il y en a 10 différentes donc dans ce portefeuille également. Donc c'est un risque que je souhaite prendre avec ce portefeuille fictif et donc on va procéder à un achat. Et comme on peut le voir, j'avais prévu 7% pour le Litecoin. 7%, ça je le divise par 4. Donc c'est 175 € achetés pour chaque palier déclenché du Litecoin. Je retourne ici, je vais aller voir du coup son prix actuel par rapport à l'euro, donc on va aller voir ça, donc sur Coinbase par exemple, il vaut 116 € et on va en acheter 175 €. Donc je retourne sur le tableau, je vais aller sur donc la valeur sur échange. Je fais mon petit calcul, donc là, ça c'est la quantité voulue, donc en euros de Litecoin, ça c'est la valeur, et ça me dit voilà, donc ça fait 1,50 Litecoin acheté, ce qui fait que du coup, je vais ajouter ici au portefeuille sur le Litecoin 1,50, donc j'ajoute à la quantité déjà achetée 1,5 approximativement et je vais retirer ici des euros, donc 175 €. Et voilà, directement, j'ai procédé à mon achat de façon fictive. Alors je suis maintenant sur le DOT, donc de Polkadot par rapport au Bitcoin également. Hein. Sur ce portefeuille, on en a acheté déjà 3 fois, il reste un achat à déclencher. Si je regarde ce graphique, je vois que déjà il n'y a pas beaucoup d'historique parce que cette crypto-monnaie existe voilà, depuis 2020, donc c'est pas non plus quelque chose sur lequel on peut s'appuyer avec un historique énorme. Malgré tout, il y a eu plusieurs choses que l'on a pu faire là-dessus. C'est que ici, nous avions identifié ce W et cette structure et nous avions pu acheter sur cette cassure. Derrière, ça a été très bénéfique. Donc il y a eu plusieurs achats. Hein. Donc il y en avait déjà pendant cette période. Là, il y a eu un achat qui s'est déclenché. Et derrière, je crois que nous sommes revenus. Regardez, si on reprend toute cette hausse-ci, nous sommes revenus dans la zone de rechargement et une alerte avait été positionnée ici au milieu de cette zone. Donc on l'a atteinte et derrière, regardez, on la casse. On vient s'appuyer maintenant sur les 78,6. On vient quasiment s'appuyer sur cette trendline également. Et donc selon moi, là, on est toujours sur des niveaux très intéressants pour acheter du Polkadot. Ceci dit, je préfère garder ma liquidité pour plus tard parce que il faut bien sûr conserver toujours une petite partie de son argent en euros au cas où. Voilà, donc selon moi, on est toujours sur un actif qui, si on le regarde du coup par rapport au dollar quand même, c'est un actif qui est passé donc de rien du tout, hein, quasiment 3 à 4 dollars à ici 50 $ pour aujourd'hui repasser à 10 et là il s'établit à 14. Donc vous voyez, par rapport au prix de 3 $, on est quand même beaucoup plus élevé, mais on a eu tout de même par rapport au dollar, hein, ici depuis que le Bitcoin a donc pas mal retracé, perdu 70% sur le DOT de Polkadot. Comme je vous le montrais sur le cycle global des crypto-monnaies avant l'introduction, si on estime que là on est donc sur un cycle qui se fait en 2 étapes avec aujourd'hui le point bas, c'est assez logique de voir sur la plupart des cryptos des chutes comme ça aussi drastiques. Peut-être que derrière on pourrait imaginer une reprise, hein, bien entendu. Voilà, ceci dit, là on le voit, hein, sur Polkadot, on est encore sur des V-bottom, hein, donc là il faudrait peut-être être patient, attendre des structures, des cassures
Vous pouvez vous tracer des trendlines comme ceci, voire d'essayer des choses, mais je vais pas le faire aujourd'hui ici, c'est pas le but. On va continuer du coup avec Monero. On va se mettre ici en weekly et on peut voir ici que Monero, lui en revanche, on a pas mal d'historique, hein. On peut voir que c'est quelque chose qui est assez bearish. J'avais mis cette trendline de cette façon puisque là on venait chercher les points bas et les mèches basses à cet endroit là. On a vraiment chopé beaucoup de mèches avec cette trendline, le sommet qui se trouve également ici et en plus le point ici haut également. Ici on fait un plus bas. Il faut vraiment s'attendre à ce que sur Monero il faut vraiment ne pas voir de nouveaux plus bas pour estimer que peut-être la reprise serait enfin possible. Il faudrait venir casser cette trendline, venir s'appuyer peut-être une seconde fois en venant rechercher la zone de rechargement et enfin avoir une configuration haussière. Je continue avec IGLD. IGLD, c'est un actif également qui a permis à ce portefeuille fictif de performer de façon assez intéressante, notamment par cette zone également d'achat qui a pu être saisie sur la chaîne, sur cet actif au mois de décembre, avant que IGLD passe donc de 10 à 200 $. Donc maintenant il a pas mal retracé, je crois qu'il est aux environs des 100 $, hein, approximativement. Je n'ai pas regardé depuis un petit moment, hein. On peut d'ailleurs le faire. Voyons voir IGLD par rapport au dollar. Donc voilà, on est sur les 84 $ actuellement, en plein milieu de la zone de rechargement ici par rapport à l'euro. Si je retourne par rapport au Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est plutôt sur un joli point de support, notamment de cet ancien sommet qui avait été atteint au mois de juillet 2020. Donc voilà, c'est pareil. Comme sur la plupart des cryptos, on est sur un point intéressant sur IGLD. Après un sommet qui a été atteint, un retracement assez important s'est produit avec le Bitcoin ces derniers mois. Et on revient sur des niveaux intéressants. J'enchaîne avec SNX. SNX, lui, il n'a pas fait de nouveau sommet, donc début 2021 par rapport au Bitcoin. Il est plutôt dans un joli triangle, donc rectangle de latéralisation comme ceci, qu'on en dessine depuis déjà très longtemps. Ici, regardez, nous étions en juillet 2020, à voir ce qu'il se passera. Généralement, ces triangles ont tendance à casser par leur ligne horizontale. Donc là, si c'est le cas, clairement, ça serait très bearish pour le SNX. Mais après tout, sur une période de temps aussi grosse, si jamais on estime que donc le bull run n'est pas terminé et qu'on croit en ce projet, pourquoi pas essayer d'imaginer quelque chose qui casserait par le haut, même si la probabilité est beaucoup plus faible. Si ça arrivait, peut-être qu'on pourrait enfin dessiner quelque chose de positif sur cet actif. Voilà, donc à saisir, si jamais là, ça vient casser par le bas et qu'on vient rechercher des points assez bas ici, aux alentours des 90, 100%, qu'on vient chercher un double bottom, là, clairement, pour moi, ce serait un niveau ultime, un point ultime pour moi, pour acheter des SNX. Ensuite, je continue avec Ocean, qui lui également a une configuration assez bearish. Là, nous étions en août 2020, on a ce M finalement qui n'est pas confirmé, qui commence à se dessiner par rapport au Bitcoin. On vient chercher un double bottom également. On a ce triangle rectangle de la même façon qui se dessine, donc attention. Malgré tout, c'est toujours pareil, c'est un projet en lequel je crois énormément, et selon moi, il pourrait performer tant qu'on ne vient pas casser ceci par le bas. On pourrait toujours estimer qu'un W comme ceci se dessine, et si c'est le cas, on pourrait avoir quelque chose d'énorme sur ce token. Et je finis avec UOS. UOS ici qui est plutôt sur une tendance haussière depuis le mois d'août 2019, donc depuis quand même déjà bien longtemps. Il y a eu cette énorme poussée. On sait que c'est un token qui aime bien faire des allers-retours comme ça. Regardez avec une performance ici attendez si on regarde, de 300% pour un retour ici, donc lorsqu'on a baissé de 80%. Donc c'est un token qui fait des zigzags, et moi j'aime bien avoir un peu ce genre d'actifs dans le portefeuille parce que je me dis que des fois, si jamais on arrive à choper des points bas, ce que l'on a fait d'ailleurs lors des achats de ce portefeuille fictif, je crois que tous les achats se sont déclenchés. On a ce W qui commence à se matérialiser, qui est même confirmé ici. Là on verra ce qui se passera, mais selon moi, si jamais on vient effectuer un nouveau sommet par rapport au Bitcoin, on pourra avoir quelque chose de très bullish. Si on regarde et que si vous êtes investisseur sur cet actif, on voit que là c'est quand même beaucoup moins intéressant que d'autres cryptos que je présentais avant. On reste assez haut ici. On a quand même cette trendline en bas qui, regardez, a fait office de support de nombreuses fois, sur laquelle nous ne sommes pas du tout actuellement. Donc selon moi, c'est pas très prudent d'investir sur les niveaux actuels, mais après tout, chacun fait comme il veut, et je ne sais absolument pas ce qui se passera non plus par la suite. Comme d'habitude, je n'ai pas de boule de cristal. Voilà, j'en ai fini avec l'émission du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!